Bienvenue dans People First, le talk, le podcast qui explore la gestion des ressources humaines sous l'angle du pilotage, de la performance et de la gestion stratégique. Je suis Marie-France Adjo, fondatrice du cabinet de conseil en ressources humaines People First, et je suis très ravie de vous recevoir dans ce tout premier épisode. Nous avons décidé de créer ce podcast pour une raison simple. Pour de nombreux acteurs du monde professionnel, les ressources humaines sont très souvent réduites à de l'administratif. Alors qu'en réalité, c'est une fonction qui est moteur de croissance, qui est à la base de transformations majeures. Et ici, nous recevons des personnes, donc des hommes et des femmes, qui vivent les ressources humaines de l'intérieur, qui la pilotent, qui la transforment et qui sont aujourd'hui capables de nous parler de cette position qu'elle a aujourd'hui, qui est une position stratégique. Alors pour cette première série, nous allons justement parler de ce rôle stratégique, c'est-à-dire comment est-ce qu'il s'exprime aujourd'hui, comment est-ce qu'il est devenu indispensable dans nos organisations et enfin comment les entreprises l'utilisent comme un vrai levier de croissance. Et donc pour en parler avec nous, nous recevons aujourd'hui un professionnel des ressources humaines émérite. Vous allez m'excuser, je vais certainement lors de notre podcast dire beaucoup aîné parce que c'est un aîné. Il s'appelle donc Socrates Amoakon. C'est un professionnel reconnu dans le domaine des ressources humaines. Il est passionné par les enjeux humains. Il accompagne depuis plusieurs années les organisations dans leur structuration, leur transformation et leur montée en compétences, bien entendu. C'est quelqu'un qui comprend profondément la dynamique du travail dans le domaine des ressources humaines, les attentes, les talents, les défis. Et je suis vraiment très heureuse de démarrer cette session. Avec lui, nous allons donc voir des aspects très concrets de pourquoi est-ce que cette fonction, donc la fonction ressources humaines, ne doit plus être vue comme une simple fonction support, mais une fonction stratégique au sein des organisations. Donc, ça va être un échange très concret et accessible. Donc, pour tous les DRH, les gestionnaires de ressources humaines qui nous suivent, les dirigeants d'entreprise ou même voilà, tout public qui est intéressé par ce sujet-là. Bonjour Socrates, merci d'être avec nous pour ce tout premier épisode. J'espère que tu vas bien. Bonjour Madame Adjo, je vais très bien. Bonjour aux auditeurs de People First Talk. Merci de m'avoir invité. Ok. Alors, on va démarrer tout de suite avec notre première question. Alors, là, j'ai essayé de présenter le professionnel des ressources humaines, mais moi, j'aimerais quand même que tu puisses nous dire dans la vie de tous les jours, c'est qui Monsieur Socrates Amoakon? C'est un homme comme beaucoup d'autres qui est particulièrement porté sur les ressources humaines, qui en est passionné, qui travaille tous les jours à chercher à mieux faire, qui travaille tous les jours à faire des ressources humaines une fonction qui apporte fondamentalement beaucoup au DRH. Et justement, j'espère que cet après-midi, on pourra en parler. Ouais, tout à fait. Moi aussi, j'espère. Merci beaucoup. Et du coup, quand tu regardes ton parcours, ton expérience, quel a été ton premier contact? Bon, là, on va revenir à la source. Quel a été ton premier contact avec les ressources humaines ou de façon plus générale, la gestion des talents? Il faut dire que j'ai démarré réellement ma carrière dans le secteur bancaire, même si j'ai fait 2 mois dans une société très connue de la place, mais c'est dans le secteur bancaire que j'ai vraiment travaillé sur les sujets ressources humaines. Et après 2-3 ans, j'ai commencé à travailler sur les sujets talents, où j'étais lié au groupe à travers des problématiques très complexes, très variées. J'étais très jeune dans le métier. Et c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai appris, que j'ai compris que les talents étaient le cœur, étaient la clé. Pas que les autres aspects des RH sont importants, mais qu'il fallait avoir un regard très spécifique et très critique sur la dimension de la gestion des talents. Ok. Et du coup, aujourd'hui, si tu devais résumer ton parcours en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Je sais que c'est pas facile, mais... Alors, je dirais simplement que la performance durable des organisations, pour moi, est basée sur le respect qu'on a pour les personnes qu'on recrute. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre à chaque fois que j'ai changé d'entreprise, car j'en ai changé beaucoup à chaque fois. Donc, c'est vraiment ce que je retiens de ça. La performance durable est fonction du respect qu'on accorde aux gens qu'on recrute et qu'on retient chez nous.
Ouais, j'ai tout de suite envie de creuser la question, mais on va patienter encore un tout petit peu. Est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui le pourquoi est-ce que tu es présent? Qu'est-ce qui t'a fait venir sur notre épisode et notre talk? Le sujet qu'on évoque ici, Mmh. fondamentalement, la première personne avec qui j'ai évoqué le sujet, on le connaît tous, hein, c'est Jean-Marie Peretti, l'année dernière. On était D'accord. en Côte d'Ivoire, on était ensemble. Mmh. Il me semble, au Novotel Macquarie, dans le cadre de la formation de l'aide sociale, et je lui ai posé la question, celle que nous sommes en train de débattre ce soir. Mmh. Il m'a répondu, il m'a dit, écoute, de l'autre côté, en Europe, en France, on a déjà abordé le sujet. Et donc, ça voulait simplement dire que c'était à nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, d'aborder le sujet. Et donc, C'est quand on a ça. parlé et que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai fait l'école, qui aborde vraiment le sujet, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de dire oui. Et c'est vraiment un plaisir d'échanger sur ce sujet. Je t'encourage vraiment, Madame Adjo, à continuer et surtout à apporter ce grain de lumière là sur cette Ouais, dimension avec le cabinet que tu as et que j'ai plus le temps de regarder, hein, qui promet depuis merci. 2022, qui promet sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas vraiment portés, Oui, alors que ce sont ces sujets-là qui nous définissent, qui font clairement. que la fonction RH Mmh. est vraiment stratégique. Clairement. Merci beaucoup en tout cas pour déjà ce premier aperçu qui pose vraiment le cadre, hein, de notre rencontre. Les ressources humaines, quoi qu'on dise, sont au cœur de nos organisations. Elles sont perçues différemment, c'est vrai. Mais toi, ton rapport avec l'aspect stratégique. Parce que je pense que pour beaucoup de professionnels, on a commencé dans l'exécution, hein, on a commencé sur des premières fonctions, où on demandait de faire et de faire et de faire. À quel moment est-ce que toi, tu t'es rendu compte dans ton parcours que les ressources humaines devaient être abordées différemment, dans cette logique stratégique, comme fonction vraiment qui devait accompagner le board ou voilà, le top management? Vraiment, comme tout étudiant qui sort de l'école après une bonne formation RH, Mmh, notre objectif premier, c'est d'avoir un emploi tout de suite. c'est clair. Donc, ce qui m'intéressait, c'était les besoins de base. Avoir un Mmh, emploi, se nourrir, c'est rare. Et donc, j'ai commencé en tant qu'assistant. Et après, j'ai eu la chance d'avoir un poste de chef département développement. mmh, Mais même jusque-là, je n'avais pas personnellement perçu ce point. mmh. C'est 2 ans après mon premier poste de DRH, donc OK. pratiquement aux années 2015-2016, où on a eu un incident majeur dans mon entreprise qui Mmh. a vraiment coûté plusieurs milliards de francs CFA à l'entreprise, que j'ai compris effectivement que la fonction avait une dimension stratégique. Et Ouais. ceux qui n'en tenaient pas compte le payaient cher tôt ou tard. Mmh, Donc ça c'est depuis lors, ça m'a quasiment transformé. Et mmh. donc j'essaie à chaque fois de convaincre, d'expliquer avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, que la fonction est une dimension stratégique. Donc c'est seulement 2 ans après ma première prise de poste de DRH que j'ai compris, en 2016, que j'ai compris cette dimension-là. Donc, c'est clairement, hein, moi je pense que comme toi, il y a beaucoup de RH qui ont dû se confronter à des difficultés. Si c'est pas les contrôles de CNPS ou les contrôles, inopinés de l'inspection qui font voir ou des accidents, hein, qui C'est font ça. voir qu'à un moment donné, les ressources humaines finalement, il y a quelque chose à aller voir. Mais quels sont pour toi les signaux qui montrent qu'une organisation est mature en termes de ressources humaines? Quels sont les signaux pour toi? Déjà, quand j'arrive dans une organisation, si je viens peut-être comme passer un temps consultant ou un audit RH, Mmh. déjà tout ce que je regarde, si le RH est appelé quand il y a des problèmes ou s'il est appelé quand on doit prendre des décisions. Oui, je suis d'accord. S'il est appelé au moment où il y a des problèmes, ça veut dire qu'il n'est pas associé directement aux décisions, donc il n'est Tout pas à fait. orienté business. Mmh. Et deuxième chose, c'est quelqu'un qui n'a, à première vue de manière dans l'organigramme, il n'a aucun lien direct avec la direction générale. Il est considéré comme c'est comme un sous-service qui est rattaché à quelque chose d'autre. C'est ça. Et même quand on dit qu'il est rattaché directement à la direction générale, Mmh. il y a toujours un intermédiaire entre lui et le DG. D'accord? Et ça, pour moi, c'est symptomatique de ce que disait Jack Welch, qui nous disait ceci. Mmh. Un directeur financier vous dira ce que coûte une ressource humaine. Mais votre DRH vous dira ce que vaut la ressource humaine. Donc, une organisation mûre mise plutôt sur la valeur des ressources sur le long terme. C'est ça. Quand on a cette vision-là, on est convaincu que cette organisation a une RH mature. Et généralement, c'est vraiment des éléments qui apportent beaucoup et Mmh. l'entreprise est vraiment rentable. Oui, Voilà. OK. Donc,
je suis complètement d'accord avec les éléments que tu as remontés. Vraiment, je suis OK. Mais je pense qu'il y a aussi des éléments qui doivent être beaucoup plus en amont. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais quand une entreprise se projette à 2-3 ans et qu'on n'implique pas forcément le RH dans cette réflexion, je pense que c'est aussi un élément qui montre que les RH ne sont pas du tout forts. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que la définition du plan stratégique en lui-même, qui repose sur beaucoup d'éléments, hein, que ce soit les produits, que ce soit les finances, mais a pour base les ressources humaines. C'est la raison pour laquelle lors de ce plan stratégique-là, ou lors des réflexions en amont par rapport à la vision, le RH est fortement associé. Il y a un indicateur qui est très parlant quand vous rencontrez un dirigeant et que pendant 10-15 minutes, vous l'interrogez sur ses objectifs, ses engagements. Tout dépend de tout ce qui va vous faire sortir comme mot quand il parle des ressources humaines. Mais il faut faire attention, il y en a qui parlent bien des ressources humaines pour moins en faire, et il y en a qui n'en parlent pas, qui en font beaucoup. Mais dans la réflexion, dans l'ensemble des produits et des idées qui sont mises en avant, vous sentez tout de suite la portée ressources humaines. Ouais, il y a toujours un pilier RH. Et ça, ce sont des éléments qui vous font dire que l'organisation, elle est vraiment mature d'un point de vue RH et qu'on peut fondamentalement évoluer et compter sur elle. Et c'est aussi l'indicateur pour tous les talents, qu'ils intègrent une entreprise ou pas. Parce qu'il est plus facile d'intégrer une entreprise où les RH sont importants que plus d'entreprises où ils ne sont pas. Et aujourd'hui, quand on reste dans notre contexte africain, et bon, parce que tu es sur une région qui dépasse la Côte d'Ivoire, mais quand on reste dans notre contexte africain, c'est quoi les défis aujourd'hui que les RH rencontrent le plus? Alors, le grand défi que nous rencontrons aujourd'hui de manière concrète, c'est les talents. Et je te l'explique de manière simple. Le marché devient très concurrentiel parce qu'on a commencé à dire à tout le monde, il faut entreprendre, il faut oser, il faut aller. Ça crée de la concurrence. Le marché devient hyper dynamique. Les offres standards n'ont plus de valeur. C'est la question qu'on se pose. Quelqu'un qui est bon, qui est très bon, qu'est-ce que je peux faire pour le garder? Comment je le développe? Comment je me différencie? Donc, le vrai challenge des vraies entreprises aujourd'hui, c'est de savoir comment je vais attirer ces personnes, comment j'utilise ma marque employeur, quel est mon EVP par rapport à tout ça, et qu'est-ce que j'offre à ces talents-là pour que ces talents restent avec moi. Donc, c'est l'attractivité, le développement des talents qui est vraiment notre enjeu. Dernier élément qu'on ne perçoit toujours pas, c'est que de plus en plus, tous nos concitoyens, nos frères, nos amis qui sont à l'extérieur cherchent à rentrer après avoir eu 4 ans, 5 ans. Mais ces personnes-là ont des attentes totalement différentes. Clairement. La question, c'est est-ce que nous sommes préparés à ces attentes-là? Les dimensions de télétravail, est-ce qu'on les a incorporées? La qualité de vie au travail, est-ce qu'on les a incorporées? La santé mentale, est-ce qu'on l'a incorporée? Voilà des questions qu'ils amènent. Et ce qu'on doit se demander, est-ce que nous, RH, est-ce qu'on s'est projeté à l'ensemble de ces préoccupations pour être sûr que nos ressources humaines restent avec nous, travaillent avec nous et développent durablement l'entreprise? C'est ça. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et ces questions que tu évoques, parce qu'il y a quelque temps, on parlait beaucoup de digitalisation, tout le monde était dans le mood digitalisation, etc. Mais aujourd'hui, la question des repas, elle devient très, très forte. Hein, et je suis contente que tu en parles, parce que ils sont nombreux à vouloir revenir. C'est ça. Localement, on se rend compte que certaines compétences deviennent aussi de plus en plus rares. Donc, il y a un bénéfice à pouvoir faire revenir des gens, mais c'est ça. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à recevoir ces personnes-là? Est-ce que nos organisations sont orientées vers l'Afrique de demain avec toutes ces personnes qui vont rentrer de France, des États-Unis, du Canada? Ça, c'est vraiment une question aussi importante que tu soulèves et je suis complètement OK avec ça. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise qui attire des talents et une qui en perd? Je vais tenter de te répondre simplement ou tenter de démontrer pour aboutir à la réponse simple. Déjà, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps quand on doit aborder certaines questions cruciales. Ça, c'est mon point de vue. Une entreprise qui perd des talents, où il y a des conflits sociaux, et une autre qui n'en perd pas, où les gens se développent, qui n'a absolument rien à voir avec les beaux buildings. Oui. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les bureaux, vraiment. Il s'agit plutôt d'avoir un environnement où les talents qui arrivent sont épanouis. Et la dernière étude que nous avons, l'étude de 2013 de London Business School qui a été faite sur ce que les collaborateurs ou les talents attendaient, portait sur des données qui étonnent tout le monde. C'est des business stimulants intellectuellement. C'est un environnement où un collègue
on s'épanouit. La dimension salaire arrivait en avant-dernière position. Donc, pour te répondre, pour moi, la différence, c'est une organisation dans laquelle les talents sont épanouis, où les talents se retrouvent à être en train d'exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, comme le dirait l'autre, on ne va pas recruter des talents pour leur dire ce que faire. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, ils ne sont pas censurés. Et donc, pour moi, restons sur la dimension de talent. Et donc, une entreprise va se distinguer d'une autre de sa façon dont elle gère les talents. Et pour conclure, vous savez, c'est par les promesses qu'on recrute. Oui. Mais on retient pas la réalité du management. On est d'accord. C'est une très belle citation. Je la garde cette citation. Après, une chose qu'on constate dans le cadre de nos activités chez People First, c'est qu'on a pas mal de dirigeants qui disent « mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que mes collaborateurs sont pas contents, pourquoi est-ce qu'ils partent, parce que moi, tous les vendredis, j'organise un repas, voilà, je leur donne la possibilité de faire des team building, mais ils partent. Je ne comprends vraiment pas, alors qu'on me dit il faut être dans une logique de sexy compagnie, etc. » À ce dirigeant-là, allez, tu n'as pas fait le diagnostic avec nous, mais qu'est-ce que toi, tu penses qu'on peut dire tout de suite? Parce qu'ils sont nombreux à faire des actions sociales, à vraiment accompagner leurs équipes, mais ça ne maintient pas les équipes. Je lui dirais simplement de faire ce qu'on peut appeler une cartographie humaine de son organisation. C'est-à-dire, je lui recommanderais de faire un audit RH. Un diagnostic, un audit RH, oui. C'est très important. Parce qu'en réalité, c'est comme toute pathologie. Il peut peut-être en voir les effets, mais pas véritablement les causes. D'accord? Et généralement, il faut avoir un audit RH qui va nous donner une idée du niveau où se trouvent ses salariés. C'est vrai. Peut-être qu'il fait des pauses café, des déjeuners. Mais la question qui ne s'est peut-être pas posée, oui, c'est vrai de leur donner. Mais de quoi ont-ils besoin? Exactement. C'est quoi leurs besoins? Et les besoins, il ne peut pas les avoir s'il n'a pas d'outil diagnostic comme l'audit RH pour s'assurer vraiment de l'état de ces RH. Donc, la question que je pose, c'est quoi l'état de tes RH? Comment se portent en ressources humaines? Qu'est-ce qu'il veut? De quoi ont-ils besoin? S'il répond à ces questions, je pense qu'il peut entrevoir déjà une solution aux problématiques qu'il rencontre. C'est totalement ça, parce que il a compris à la suite de notre intervention qu'il était vraiment à côté des attentes de ses équipes. Vous l'avez fait alors? Bah oui, on lui a fait un audit, on lui a fait un audit RH qui a duré 3-4 semaines par là. Très bien. Et clairement, il s'est rendu compte, et on s'est tous rendu compte, que ce que ses équipes attendaient, en fait, c'était beaucoup plus de transparence dans la collaboration. Exactement. Et lui, il pensait qu'il faisait assez, alors que son équipe, l'équipe en question, qui était avec un plus grand taux de turnover, c'était les commerciaux. Très bien. Et les commerciaux, on sait tous, ils vendent, c'est eux qui font les cotations, ils savent ce qui est en train de sortir et ce qu'ils réalisent en termes de chiffre d'affaires. Et du coup, ils voyaient que ça progressait, ça augmentait, mais il n'y avait pas de retour pour eux. Donc, à la fin de la journée, quand je te fais rentrer des centaines de millions de francs CFA et que tu m'offres un déjeuner tous les vendredis de 10 000 francs, est-ce que tu penses vraiment que c'est ce qui va m'intéresser à la fin de la journée? Même si le salaire n'est pas forcément le premier levier de motivation, mais ils auraient aimé comprendre, et c'est tout ça qu'on a dégagé ensemble, le plan de développement pour eux. Clairement, ils étaient commerciaux, ils arrivaient à délivrer des choses. Qu'est-ce qui était prévu pour eux demain? Et ça, lui, il n'avait pas forcément intégré. Et bon, on peut s'étaler dessus, mais ça va être vraiment des problématiques comme ça parfois. Je pense aussi que ce n'est pas le seul dirigeant qui a cette problématique-là. Mais lui, par exemple, je pense qu'il a le courage de poser la question. Oui. D'accord? Il y a des dirigeants qui ont cette problématique, mais qui les ignorent totalement. Tout à fait. Qui ne savent pas. Et c'est justement là qu'en tant que RH et aussi en tant que structure qui intervient dans ce sens-là, fait comprendre à des gens que les problématiques que vous avez des solutions de l'autre côté, mais ces solutions que vous abordez n'ont pas posé les vraies questions. C'est ça. Nous, on peut vous poser les vraies questions qui, dans beaucoup de cas, sont des problèmes RH qu'il faut régler. Mais comme on est tout le temps porté sur la partie finance, on est porté sur les produits, le marketing, on ne se rend pas compte qu'on... Et quand c'est comme ça, eh bien, l'entreprise a toujours des problèmes. Mais poser les vraies questions, ça aborde déjà les vraies solutions. Et du coup, je rebondis là-dessus. Comment est-ce qu'un dirigeant peut savoir qu'il a besoin d'un audit RH ou d'un diagnostic RH? Sur quel indicateur est-ce qu'il peut s'appuyer pour se dire peut-être qu'on est arrivé au bon moment pour se poser les bonnes questions pour avancer?
plusieurs éléments peuvent l'orienter. Déjà, quel est l'état de sa performance chez lui? C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans une situation de performance ou de sous-performance? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quel est le niveau de son climat? D'accord? Quand je parle de climat, je ne parle pas de confort, parce que s'il reste uniquement sur le climat où on ne discute pas, on ne challenge pas, d'accord? Il est dans une zone de confort. Mais il doit aller plus loin en termes d'exigence. La performance que nous faisons aujourd'hui, est-ce que cette performance-là, est-ce qu'elle est sustainable? Est-ce que nous sommes capables de cette performance-là dans le long terme? Jusqu'où sont capables d'aller mes collaborateurs? Donc, ça appelle un courage managérial, ça c'est un. Deuxième élément, tout dépend de l'importance, Madame Adjo, qu'on accorde aux ressources humaines. Il y a tellement de discours vous dit que c'est important, mais dans la réalité, ça ne l'est pas. Exactement. Donc, si ce dirigeant a compris l'importance de la fonction, c'est clair que ça se déclenche tout seul. Tout de suite, il comprend tout de suite qu'il a un problème de ressources humaines. C'est par là qu'il faut commencer à chercher avant d'aller chercher quelque part sur les finances, ce qu'il faut supprimer ou ce qu'il faut diminuer. Donc, la meilleure façon pour lui de régler ses problèmes, de se démarquer, c'est de dire il faut que lui soit people first. C'est ça. Ah, j'aime bien, clairement. Mais je suis totalement en phase. Parfois aussi, il y a certains contextes où on veut faire des levées de fonds. Parce que nous, on a été sollicités aussi dans le cadre de levées de fonds où le fonds d'investissement voulait aussi avoir un état. Et c'est vraiment très, très rare. Parce qu'en tant que DRH, parce que oui, avant d'être à la tête de People First, j'ai été aussi DRH, on a été embarqué dans des fusions-acquisitions où vraiment la partie RH n'était pas du tout regardée. On regardait juste la masse salariale, quel poste on va garder, on ne va pas garder. Mais est-ce que socialement parlant, on est en train de prendre une usine à gaz ou pas? Ce n'est pas forcément un réflexe. Et on a ce genre de cas aussi. Je suis d'accord avec toi. Et là, tu vas me pousser à te donner tu dis la question exacte que j'ai posée à Jean-Marie Peretti. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai travaillé en cabinet. J'ai appris beaucoup, j'admire vraiment ce qu'on fait en cabinet. C'est très structuré, on est très exigeant en termes d'excellence des compétences. Je dis, quand on vient prendre une entreprise, quand on vient acheter une entreprise, quand on a atterri dans une entreprise, généralement, ce qu'on demande, on va avoir un état des finances, les états financiers, on va regarder tout ça. C'est très bien. Mais la question qu'on se pose pas, quel est l'état des ressources humaines qui s'y trouve? Je lui ai demandé, alors, est-ce que ce ne serait pas là une opportunité pour nous de dire, oui, tout comme on fait un audit financier comptable, il faut également exiger un audit RH de manière détaillée, mais avec une approche, une méthodologie structurée pour lesquelles les réponses seraient portées aux investisseurs et qui seraient sûres. Parce qu'un investisseur qui prend une entreprise à base des états financiers, ce que cela lui garantit, c'est que d'ici 1 an, 2 ans, ça va aller très bien. Mais qu'en est-il dans le moyen et dans le long terme? C'est ça. Et ça, ce qui peut apporter une réponse à cela, c'est bien la partie des RH qui a tout son sens, qui a tout son rôle. Mais encore, faut-il que les dirigeants le comprennent, faut-il que les RH eux-mêmes, qui sont porteurs de ça, le comprennent et se mettent au devant. Tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi des situations de contrôle. Malheureusement, moi j'ai été sollicitée par des entreprises qui ont eu des contrôles CNPS. La facture est tombée violemment. Et là, on me dit, mais Marie-France, on pensait que tout était OK. Et on est étonné de voir ce qui nous arrive. Donc, est-ce que tu peux venir regarder, etc. Et je pense que parfois, il ne faut pas aussi attendre d'avoir des contrôles, que ce soit de la CNPS, de l'inspection du travail ou autre, et de se dire, pareil comme nous tous, hein, à un moment donné de l'année, on s'arrête, on fait un check-up. C'est ça. Pour aller voir si tout est OK. En tout cas, moi, personnellement, je le fais depuis que j'ai un certain âge. Pour m'assurer que tout va bien. Mais c'est important aussi, je pense, de pouvoir aussi faire cette halte et de se dire, bon, où est-ce qu'on en est, sachant que l'audit RH, ce n'est pas un jugement, parce que parfois, certaines équipes RH le prennent comme un jugement, au sens où c'est le cabinet qui va venir nous dire que nous, on ne sait pas faire ou ils savent mieux faire. Non, c'est bon parfois d'avoir un regard extérieur qui vient et qui vous rassure dans ce que vous êtes en train de faire, ou qui dit, ah, peut-être que, attention, là, vous avez peut-être, à force de faire, arrêter de voir qu'il y avait un risque là-bas. Mais justement, c'est pour te rejoindre, Mme Adjo, c'est le fait pour nous de négliger ces aspects qui poussent les dirigeants à dire que nous sommes des centres de coûts.
Parce que n'ayant C'est pas tout à fait anticipé, n'ayant pas prévu tout ça, Mm. quand tout ça arrive et qu'on a un redressement et qu'il faut payer 30, 40, 50, 70, 100 millions, mais Oui. écoute, moi, là où je suis aujourd'hui avec mon PDG, mais on se parle tout le temps. Souvent, on se parle au C'est téléphone l'idéal. à 21h, à 22h au téléphone. C'est Franchement, on se parle tout l'idéal. le temps. Ok. Ça permet quand même de garder le contact et puis d'anticiper sur toutes les problématiques qui peuvent exister. Je suis d'accord avec toi. Avoir une œil extérieur, parce que souvent on a la tête dans le guidon. C'est ça. On ne voit même pas ces sujets. Un matin, ils sont devant nous et quand ils arrivent pour négocier, permet effectivement de voir tous ces aspects-là et de les combler et d'éviter vraiment des coûts et des dépenses, surtout en termes de réputation aussi, d'avoir des sujets de ce genre. Oui. Et donc, du coup, si tu devais donner un conseil aujourd'hui à un dirigeant qui veut professionnaliser sa fonction, ou peut-être que c'est une fonction qui est déjà assez professionnelle, qui est grande, etc., mais qui a envie de s'assurer d'avoir une fonction RH stratégique qui est vraiment un levier fort dans le déploiement de sa stratégie. Qu'est-ce que tu pourrais lui recommander? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Première chose, il faut qu'il accorde à la fonction RH toute la place qui lui est due. Il faut arrêter, comme le dit quelqu'un, la poésie. Il faut qu'on soit concret. Et donc, premièrement, il faut qu'il commence tout de suite par rattacher la fonction RH directement à la direction générale. C'est clair. Deuxième élément, il faut qu'il intègre tout de suite le DRH dans son comité de direction. C'est la seule fonction, seule fonction, et c'est aberrant, qui a besoin de justifier, de trouver sa légitimité. Comment aujourd'hui encore on peut essayer d'expliquer à un dirigeant que la fonction RH doit être au comité de direction? La fonction finance ne se justifie pas, ne se justifie pas. Mais généralement, quand on regarde tout ce qu'on a comme conséquence et chiffres, c'est dû au RH. Troisième élément, il faut faire de la fonction un architecte de l'organisation. Ça implique 3 points. Premier point, quand on dit qui fait quoi dans l'entreprise, c'est le RH qui regarde. Qui fait quoi? Deuxième élément, quelles sont les responsabilités de chacun? 3, quel est l'objectif mesurable de chacun? Ça, c'est prendre le RH comme l'architecte de l'organisation. D'accord? Ensuite, prendre le RH comme celui qui est ce qu'on appelle, qui gère tout ce qu'on appelle people culture. Parce qu'en fait, on a beaucoup de slogans. Les slogans, on n'en veut plus. Mais il faut qu'ils soient une réalité. Tout à fait. Souvent, dans les organisations, Madame Adio, tu arrives, ils écrivent beaucoup de mots. Positivité, transparence. Généralement, pour ce que j'ai vu, et je m'en excuse, ceux qui écrivent ces mots-là, ils sont souvent le contraire de ce qu'ils écrivent. Et donc, ça, les RH sont là pour s'assurer que ce qu'on a écrit est vrai et que ce ne sont pas des mots creux. C'est clair. Ensuite, le RH, en plus d'être people culture, il doit être ce qu'on appelle le planificateur de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions. Donc, il y a la partie succession, on a la partie employabilité. L'employabilité consistera à donner à mes collaborateurs l'ensemble des savoirs nécessaires à tout ce qui pourrait survenir dans l'organisation pour qu'ils tiennent le coup. Ça veut dire qu'il faut commencer à les former tout le temps, il faut commencer à être proche d'eux, il faut leur accorder l'intérêt qu'ils sait, il faut leur accorder toute l'importance. Parce qu'en réalité, un manager, ce qu'on ne leur a pas dit, manager, c'est s'occuper de tes ressources humaines, c'est s'occuper de tes collaborateurs. Ça n'en veut rien dire d'autre. Et ça, on l'a tout de suite oublié. Voilà les conseils que je pourrais lui donner. Et ça va peut-être difficile pour quelqu'un qui est très collé aux finances d'aller de ce côté-là et de comprendre. Mais c'est au RH eux-mêmes en interne de comprendre et d'aller à chaque fois expliquer aux dirigeants, lui faire comprendre que la fonction, elle est importante pour lui montrer surtout avec des indicateurs. Tout comme les financiers savent très bien le faire, lui montrer que les indicateurs, on en a aussi d'un point de vue ressources humaines, voici leur impact. S'ils comprennent l'impact, il n'y a rien à dire, ils accorderont à la fonction toute l'importance qu'elle doit avoir et surtout, elle va jouer le rôle qu'elle est censée jouer au lieu d'être purement administrative, comme on le voit dans presque 70% des cas ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Mais parfois, dans certains cas, on se rend compte que ce rôle administratif qui est donné au RH est parfois du fait aussi des DRH. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment se positionner en entreprise. Qui ne savent pas comment devenir business partner dans l'organisation et vraiment aussi devenir crédible. À cela, qu'est-ce que tu dis? Comment je fais, surtout pour les profils administration du personnel, paye, qui n'ont pas forcément beaucoup baigné dans le dev. Bon, il ne faut pas qu'on utilise des mots trop techniques aussi, qui n'ont pas beaucoup pratiqué tout ce qui est gestion de talent, qui sont à ces fonctions stratégiques-là. Comment ils font pour se positionner, en fait, pour vraiment
avoir cette crédibilité-là qui est nécessaire pour pouvoir apporter cette touche stratégique. Alors, déjà, pour comprendre, hein, ceux qui sont très portés sur la partie admin, et on en a beaucoup, je l'ai dit, à peu près 70%, on va en avoir, ils sont généralement orientés sur des activités, je vais en évoquer 3. Le paye, Oui. l'administration Oui. et le disciplinaire. Exactement. D'accord. Ces 3-là, et généralement, ce sont les dirigeants qui les orientent, mais il n'est pas venu là où il est. Tout le moins envoie-lui un truc d'avertissement. Attention, mais le contrat là, tu n'as pas envie de signer. Ça. Mais et l'appel là, c'est fait. Mais quand tu as ton DRH et que du 1er au 31, tu ne fais que lui rabâcher cela, mais lui aussi, pour faire le boulot pour lequel il est payé, mais il va le faire, alors qu'il y a d'autres parties. Donc, exactement. ça. Donc, il a pas ton RH même de se réveiller. Donc, la première chose que le RH doit faire, ça, il faut le dire tout de suite, il faut se former. Il faut qu'ils apprennent véritablement à se former. Et il faut qu'ils prennent leur direction et qu'ils l'orientent sous un premier axe. Le premier axe, c'est gestion des talents. Autrement dit, comment le département que gère les talents, ils vont être confrontés à une problématique. Quels sont les outils? Ils n'en ont pas, ils n'ont pas appris, il faut se former, ce que je dis. Deuxième élément, comment est-ce que la fonction des ressources humaines gère les facteurs humains? Autrement dit, les risques associés aux différents facteurs humains. Moi, j'avais pris l'habitude, généralement, c'était un dimanche, d'appeler certains de mes leads de département, rien que pour savoir comment est-ce qu'ils se portaient. Parce que j'ai compris que si les malades ne sont pas bien, le lundi ne sera pas là. Et imaginez, si tous mes collaborateurs ne sont pas là le lundi, qu'ils sont malades, l'entreprise n'existe pas. Parce que l'entreprise n'existe que parce qu'ils sont. Le logo, ça ne signifie rien. Les buildings, ça ne signifie rien. Ce sont eux les plus importants. Troisième variable qu'ils doivent considérer, c'est le fait de créer de la valeur ajoutée à long terme. Donc, je me dis, comment est-ce que je me positionne pour créer de la valeur ajoutée à long terme? Cela les amène nécessairement à changer de paradigme. Et ça ne va pas plaire à ce que je vais dire, mais les RH ne sont pas là pour faire plaisir aux salariés. Alors, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, en fait, on essaie tellement de vouloir faire plaisir aux salariés. Non, ce n'est pas pourquoi on a été recruté. On a été recruté pour gérer une fonction qui consiste à les attirer, à les développer, à leur remettre, à leur récompenser au regard des efforts qu'ils font et à entretenir leur motivation. Quand on a bien compris ça, c'est clair qu'on ne peut pas être décorrélé ou déconnecté de la dimension rentabilité de l'organisation. Parce que toutes les fonctions concourent à la rentabilité de l'organisation. Si une fonction n'y concourt pas et qu'elle pense qu'elle est seule, mais à la fin, elle va se tuer. Donc pour moi, il faut qu'ils changent de paradigme, qu'ils changent d'orientation stratégique, qu'ils se forment et qu'ils apprennent à développer vraiment ce qui compte dans l'entreprise, en l'occurrence leur talent, les risques humains associés et créer de la valeur à long terme pour les organisations qui les emploient. Tout à fait. Merci, Aîné. J'ai du mal à rajouter quelque chose parce que tu l'as tellement bien dit. Moi, je pense aussi que pour certains, en tout cas DRH que j'ai rencontrés, il faudrait aussi qu'ils aient l'humilité de se faire accompagner. Non, mais c'est clair. Et qu'ils aient aussi l'humilité de recruter dans leurs équipes des personnes qui ont des compétences qu'ils n'ont pas. Parce que à la fin de la journée, c'est l'équipe en fait qui doit avoir un résultat. Donc, tu peux, si tu sais que tu as un aspect dans ton organisation que tu ne maîtrises pas, tu peux recruter quelqu'un qui a les skills, avec qui tu vas travailler sans bien sûr l'écraser ni voler ses idées, parce qu'il y a tout cet enjeu. C'est bien difficile. Hein. C'est bien difficile à faire parce que généralement, je me rappelle bien lors d'un recrutement, on t'entend parler sur le recrutement avec une des responsables de notre groupe que j'apprécie énormément, hein, donc, qui me disait, mais Swates, tu sais, généralement, les talents recrutent des gens plus talentueux qu'eux. Normalement, ouais. Et des gens qui sont moins talentueux recrutent des gens qui sont toujours moins talentueux qu'eux. Donc, franchement, moi, tout de suite, quand je suis face à un département et que on discute des CV, on fait des entretiens, et que moi, je ne suis pas technicien, mais je vois que le profil qui est là est bon, et que je vois qu'il recule parce qu'il a peur de perdre sa place, je me pose des questions sur ce talent-là. Donc, aujourd'hui, pour qu'ils en arrivent, il faut beaucoup, comme tu l'as dit, beaucoup d'humilité. C'est ça. Pour demander l'accompagnement d'autres. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Exactement. La fonction est tellement dense, a tellement de branches qu'on n'a même pas encore explorées. Donc, il faut avoir l'humilité de se faire accompagner. Elle nous dit, RH, tu ne sais pas le faire, mais tu appelles un cabinet qui peut le faire, viens m'aider à le faire. Ils vont t'aider à le faire. Aujourd'hui, les conséquences, il faut les voir. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se produit? Exactement. Quand tu l'auras compris, tu n'auras pas de mal à l'expliquer à ton PDG, mais il faut qu'on le fasse.
Il y a une structure de la place dont j'étais, le nom, on est arrivé, on est en train de faire une réunion, et puis le grand patron est entré dans la salle, et puis il a regardé ce qu'on faisait, il a dit à son collaborateur, waouh, je comprends pourquoi tu as demandé à ce qu'on appelle ces personnes-là, parce que je n'imaginais pas que c'était aussi technique que ça, d'accord, tu vois. Okay. Donc ça veut dire qu'il a eu l'humilité de dire, je ne sais pas, j'appelle une structure, vous pouvez m'aider. Donc il y a cette humilité-là qu'ils doivent avoir, appeler la structure, et il y a aussi ce que j'appelle la force argumentative. Un DG, on ne parle pas un DG comme on parle à un salarié. On est d'accord. Quand on le voit, il faut comprendre ce qu'il veut. Comme le disaient les anglophones, vision, something you can see. Si tu n'as pas de vision, il ne sait pas où tu vas, il ne sait pas ce que cela lui apporte plus tard, mais il ne s'engagera pas et ça ne sera pas sa faute, ça sera toi. Donc, on arrive à un sujet qui ne va peut-être pas plaire à nos auditeurs, c'est qu'il faut professionnaliser le métier, Madame Adjo. Je ne suis pas pour ceux qui prennent des collaborateurs qui n'ont pas fait le métier, qu'ils envoient à des positions et le demandent de tenir la fonction RH. S'ils le font, qu'ils partent se former, qu'ils apprennent, qu'ils demandent à des structures si elles peuvent les accompagner comme la tienne pour qu'ils puissent notamment en compétences. Donc là, on parle de la montée en compétences des RH sur le marché. On parle du développement de l'esprit critique des RH sur le marché. Tout à fait. Moi, je me pose beaucoup de questions. À chaque fois, tous les modèles qu'on a étudiés, je me dis, mais oui, Maslow a dit ça, il a mis les besoins, mais quelle est la limite de Maslow? Il faut réfléchir. Mais quand on va arriver à réfléchir comme ça, je t'assure que la fonction va prendre de l'ampleur. Mais pour le moment, plus que les gens le lisent dans les guidons, il faut que des cabinets comme le tien aient le courage de parler aux gens, de leur expliquer. Parce que c'est dit souvent, ah, si Madame Adjo vient dans ma structure et qu'elle fait le boulot, on dira que moi, je ne suis pas bon à me virer. Non, mais au contraire, en réalité, identifier un problème, expliquer à ton PDG, voici ce qu'on gagne, voici ce qu'on perd, et trouver la bonne personne pour le faire, je t'avoue, il n'y a rien de plus exaltant. C'est clair. Et il y a eu des audits aussi qu'on a fait où, moi, personnellement, en off, j'ai pris le responsable RH, parce que ce n'était pas un DRH, le responsable RH pour lui dire, est-ce que tu es ambitieux? J'étais cash avec lui. Je lui ai dit, tu ne peux pas avoir la posture que tu as, parce que j'ai vu comment il se comportait devant sa direction, avec ses pairs, même dans sa gestion du quotidien de ses RH. Je lui ai dit, mais tu ne sais même pas où l'entreprise part. Parce que moi, de ce que j'ai compris de ton DG et de ce que je vois que je suis en train de faire, mais tu gaspilles ton temps à faire des choses qui ne sont pas importantes pour lui et pour l'organisation. Ton organisation te dit, à 3 ans, on voudrait changer nos métiers. On voudrait se spécialiser sur telle activité. Et toi, en tant que RH, je te pose la question de savoir, mais quelle est ta stratégie par rapport à ce que le DG vient de nous dire? Tu es dans du day-to-day. Tu es en train de gérer tes équipes, il y a du disciplinaire, tu me parles de sujets de paye. OK, c'est bien, il faut que ça tourne. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Quelle photo tu as de ton organisation aujourd'hui qui te permet de dire qu'elle va pouvoir répondre à ces challenges qui sont en train de venir? Il m'a regardé et quand je lui ai posé juste une question après ça, est-ce que tu es ambitieux? il a complètement... Je pense que ça a fait vraiment un mouvement dans sa tête. C'est ça. Et il a commencé à gérer différemment son service et ses équipes. Et parfois, on a besoin souvent de cet électrochoc-là. En tout cas, d'échanger avec des personnes qui sont capables de venir dire... Je suis d'accord avec toi et je lisais récemment, hein, moi je lis, j'essaie de voir là une DRH, la société DRH en Europe-France, tout ça, il y a un dont je vais taire le nom qui est très critique aussi, qui a osé dire à ses pairs, mais le problème qu'on a, les RH, c'est qu'on ne se projette pas. Demander à un RH en entreprise, c'est quoi tes projections? Qu'est-ce que tu vois, comment tu te projettes? Peu te donneront des réponses concrètes qui sont soit alignées à la vision ou même par rapport à ce qu'eux-mêmes ils veulent faire. D'accord? Et donc ça, c'est une problématique que nous devons résoudre. Donc il faut que les DRH de plus en plus se remettent en cause sur le sujet. Il faut qu'ils se projettent plus. Et la réponse on donne généralement, mais non, mais ils ont décidé ça, moi je ne savais pas, je n'étais pas là, ils m'en ont pas parlé. C'est terrible. Il faut aller le chercher. Exactement. Il faut le chercher, il faut montrer à ton PDG qu'effectivement, il ne peut pas parler de ça sans toi. Et voilà ce que tu apportes. Parce que s'il n'est pas convaincu que tu peux y contribuer, eh bien, il ne t'invitera pas. D'accord? Et donc, c'est pourquoi la posture doit changer. C'est pourquoi il doit être ambitieux. Et le DRH, eh bien, il n'est pas copain de tout le monde. Il n'est pas copain de tout le monde. Il est plutôt recruté pour faire les choses comme elles doivent être faites, dans la justice, dans la cohérence, dans l'équité, et par moments même dire ce qui dérange. C'est vrai, on tous, en disant ça, on tue nos postes,
Mais écoute, mais c'est le métier qu'on a choisi. Exactement. Et ça, il faut l'assumer. Je sais que c'est très difficile, oui. mais il faut que de plus en plus, on arrive à ces situations où les DRH s'affirment de plus en plus, osent se former, partent un peu plus loin de l'esprit critique et apportent quand même leur pied à l'édifice lors du comité de direction. Tout à fait. Et il y a des formations pour apprendre à développer toute cette partie confiance en soi, assurance, Exactement. comment je fais passer des messages, etc. Exactement. Ça rentre dans cette logique. En tout cas, pour ma part, je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce que j'avais prévu. Mais à ce stade-là, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu aimerais que nos auditeurs aujourd'hui retiennent de notre échange, en quelques mots? La fonction RH, elle est formidable. Oui. Elle est formidable. Malheureusement, on ne la comprend pas. Okay. Malheureusement, on ne la met pas forcément au devant des choses. Combien de fois, combien de réunions n'avons-nous pas fait où on apparaissait comme des centres de coûts, où en termes d'investissement, il fallait toujours réduire, il fallait toujours diminuer. Qu'il est grand temps que les RH reprennent leur position, reprennent leur rôle d'architecte, reprennent leur rôle de manager de la performance, reprennent leur rôle d'accélérateur et reprennent leur rôle de suivi de performance durable de l'entreprise. Il est très important de se relever. Au moment aussi, malgré toute ta bonne foi, eh bien, l'entreprise ne t'écoute pas. C'est ça. Et j'aime dire aux gens, mais écoute, ce n'est pas ton entreprise, hein. Tu donnes tes conseils, tu fais comprendre. Et s'ils ne veulent pas suivre, eh bien, tu ne peux pas faire autrement. Mais il est important déjà d'essayer. Il faut qu'on essaie de se mettre en avant. Il faut commencer de plus en plus à demander à ce que des activités comme la paye ou autres, c'est des trucs, c'est des éléments importants, mais que cela soit vraiment mis de côté pour qu'on se concentre vraiment sur ce qui importe pour l'entreprise, pour les salariés et pour donc le business. Parce que plus on se fait d'argent, eh bien les collaborateurs vont en avoir. Mais il faut qu'on recentre l'activité RH sur ce qui importe, c'est-à-dire l'humain, les ressources humaines. Arrêter de faire de la poésie, être concret et faire en sorte que nos collaborateurs, quand ils viennent le matin, ils sont heureux. Quand ils viennent dans l'entreprise, qu'on ait des bois ou qu'on ait des bureaux, ils disent, ce n'est pas ça qui m'importe. Je ne sais pas comment te le dire, mais je me sens bien. Le choix que j'ai fait, c'est un smart choice. J'essaie d'y aller parce que je me sens bien et que je vais y rester. Et ça, ce genre de personnes, les débaucher ou les faire partir, je peux vous assurer en radio, c'est hyper compliqué. Parce qu'ils ont trouvé en fin de compte, je peux dire une griffe, le bonheur dans le monde professionnel. Parce que moi, je suis convaincu que travailler, ce n'est pas que douloureux. On peut le faire avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Mais encore, ces changements à venir, ce sont les DRH qui doivent être au devant des choses. Et c'est ce que je leur demande. Il faut qu'ils soient au devant des choses, qu'ils créent le contact avec leurs dirigeants, qu'ils échangent. Un dirigeant, il faut comprendre sa mentalité. Il faut savoir là où il va. Et quand tu as compris là où il va, tu sais ce qu'il veut, tu essaies d'ajuster ta politique pour tenir compte des salariés, de ton patron et de l'organisation. Une fois que ça c'est fait, il n'y a rien à faire, tu vas progresser. Voilà ce que je peux le dire. Alors, merci donc pour cet échange. Il était vraiment très enrichissant. Et aujourd'hui, si tu avais un dernier mot pour nos auditeurs, pour People First, ça serait quoi? Je suis content d'être là déjà. Merci d'avoir pensé à moi. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas, ça ne m'étonne pas la trajectoire que People First prend avec toi. Parce que je m'en fais très bien, c'était au plateau. J'ai quitté ma zone industrielle. Je suis venu te voir pour te recruter. Oui. J'avais oublié celle-là. Je suis venu te voir te recruter. Je suis venu la voir pour dire, écoute, j'ai besoin de toi, il y a un poste d'RH, je suis venu te chercher. Ça, on discute, on ne parle pas trop. Tu viens, je te montre aux dirigeants, on signe le contrat et tu commences. Et donc, peu de personnes auraient résisté à une telle offre, mais elle m'a dit, Aîné, merci d'avoir pensé à moi, c'est vraiment gentil. Je crois que ça me fait vraiment plaisir. Mais j'ai d'autres orientations, je comprends. Mais en termes de projection, j'ai d'autres choses à voir et j'aimerais vraiment continuer là où je suis et évoluer dans ma carrière. Je suis sorti là et je me suis dit, waouh, j'ai pas eu pour habitude qu'on me dise non comme ça. Ça a été un peu difficile. Mais c'est tout ça qui fait que... Non, c'était bien. Je me suis dit, waouh, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Et après, avec le temps, je me dis, mais attends, tu as oublié, avant d'être Mme Adio, c'était Gonti Marie-France à l'école, comme elle est. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas, la trajectoire que prend ta structure. Merci. Tu es en train d'amorcer un chemin qui n'a pas encore été pris. Je pense qu'il faut y aller, il faut continuer. Il faut continuer, ça ne sera pas facile. Il faut continuer sur ce chemin-là, parce que c'est seulement sur ce chemin-là qu'on peut réellement fonctionner. La fonction n'a pas d'avenir sur la paye.
pas d'avenir sur l'administration, pas d'avenir sur son disciplinaire. Elle n'a d'avenir que sur la branche sur laquelle tu as déposé ton cabinet. Donc, il faut continuer sur cette lancée-là. Et moi, je n'ai pas de doute que ça marchera parce que je sais que tu es très exigeante déjà, très rigoureuse, on le sait. Et nous autres, tout ce qu'on peut faire, c'est t'encourager, t'accompagner. Et c'est la fonction RH qui, à la fin, gagnera. Et puis, pour le faire aussi, gagnera également. Exactement. Merci encore pour ces mots qui me vont vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Et c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on va conclure notre première session. Je pense que vous l'avez tous compris, la fonction ressources humaines est un levier fort que les dirigeants, les DRH peuvent actionner pour pouvoir prendre des orientations fortes, des transformations qui vont impacter de façon durable leurs organisations. Et ça sera un plaisir pour nous de vous retrouver à notre deuxième session qui parlera d'un thème qu'on vous annoncera très bientôt. Donc, je vous dis à très vite dans People First, le talk. Merci.